Voici donc un livre de James Scott, c'est d'ailleurs un excellent livre, intitulé Seeing like a State, dans lequel il essaie de nous expliquer comment fonctionnent les bureaucraties, comment fonctionnent les gouvernements. Et selon lui, les gouvernements créent en réalité plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Pourquoi ? Eh bien, il énumère 4 raisons. La première, c'est que tout ce qui les intéresse, c'est l'organisation administrative de la nature et de la société. Donc, une autre façon de dire cela, c'est qu'une bureaucratie est une machine, c'est une hiérarchie, c'est statique, c'est mécanique. Et la société, c'est comme une forêt. C'est diversifié, c'est un écosystème, c'est organique. Pour qu'un État existe, il doit transformer la forêt en une machine à son image. Donc, il détruit la diversité, il détruit la spontanéité, il détruit l'imagination. D'accord ? Alors, prenons un exemple pour illustrer cela. D'accord ? Alors, ma question pour toi, c'est qui es-tu ? Peux-tu nous dire qui tu es ? Genre, qui es-tu en tant que personne ? Dis-nous qui tu es en tant que personne. Tu veux dire mon nom ? Oui. Prends juste 1 ou 2 minutes pour te présenter. Qui es-tu en tant que personne ? Salut, je m'appelle Banker et j'ai grandi à Pékin. Et je suis venu dans cette école en 2024, l'année dernière. Et Faux, d'accord ? Ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est que tu es un adolescent. Ah. C'est la bonne réponse. D'accord ? Tu crois que tu es un individu avec des aspirations, des ambitions personnelles, avec un passé, avec une histoire. L'État s'en fiche. L'État a besoin de te classer d'une manière qui lui permette de t'utiliser. Tu es un adolescent. Ce qui veut dire que dans 2 ans, tu pourras travailler à l'usine ou je pourrais t'envoyer à la guerre. C'est tout ce qui m'importe. D'accord ? Je me fiche de ton nom, je me fiche de qui tu es, je me fiche de qui sont tes parents, je me fiche de ton passé, je me fiche de ce que tu aimes. Tout ce qui m'importe, c'est que tu es un adolescent. Et donc, je peux t'exploiter comme main d'œuvre. C'est comme ça que pensent les États. Donc, la bureaucratisation de la société. Ensuite, il y a l'idée de l'idéologie du haut-modernisme. Donc, parce que l'État est un monopole, la bureaucratie est un monopole, elle devient arrogante. Elle fait preuve d'hybris. Elle est trop sûre d'elle et elle veut imposer son idéologie à tout le monde. Elle croit qu'à travers sa propre planification, elle peut atteindre le paradis. Donc, elle devient autoritaire, c'est-à-dire qu'elle refuse d'écouter les critiques, les retours, les questions. Elle n'est pas ouverte au débat. Elle impose sa volonté aux gens, ce qui crée une société civile faible. Et si, en tant qu'organisation, vous ne recevez pas de retour, que vous n'autorisez pas l'ouverture, alors vous dépérirez et mourrez. Et c'est pourquoi les États, les gouvernements échoueront toujours à la fin. Donc, il utilise 2 exemples. Le premier exemple est ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle en Allemagne. Donc, en Allemagne, il y a beaucoup de forêts. Et l'État réfléchit à des moyens de monétiser au mieux la ressource que représente la forêt. Eh bien, il y a certains arbres que l'on peut abattre pour le bois, n'est-ce pas ? Le problème, c'est que dans une forêt, la plupart de l'espace est occupé par des broussailles, de la verdure ou des arbres inutiles. Alors, leur idée principale, c'est, vous savez quoi ? Voici une solution simple. On va brûler la forêt et ne planter que des arbres que l'on pourra récolter pour le bois. N'est-ce pas ? Génial ? C'est une utilisation brillante de l'espace. C'est plus efficace. Le problème, cependant, c'est qu'en faisant cela, les arbres deviennent vulnérables aux maladies et aux changements climatiques. Une forêt est résiliente parce qu'elle est diversifiée. Donc c'est ce que Scott dit. Les monocultures sont en règle générale plus fragiles et donc plus vulnérables au stress des maladies et des intempéries que les polycultures. Toute forêt non gérée peut subir des stress dus aux tempêtes, aux maladies, à la sécheresse, à un sol fragile ou à un froid intense. Une forêt diversifiée et complexe, cependant, avec ses nombreuses espèces d'arbres, sa faune complète d'oiseaux, d'insectes et de mammifères, est bien plus résiliente, bien plus capable de résister et de se remettre de telles blessures que des peuplements purs. Donc, la nature est diversifiée parce que cela permet la résilience. Une partie de la forêt peut mourir, mais le reste de la forêt se remettra de tout, que ce soit une maladie, une sécheresse ou des intempéries. Et nous, les humains, sommes pareils. Si on laisse les humains faire ce qu'ils veulent, nous sommes résilients. Donc certaines communautés peuvent disparaître, mais d'autres s'adapteront. Le problème avec l'État, avec le gouvernement,
c'est qu'ils refusent. Ils considèrent la diversité comme un ennemi. D'accord? Donc, s'il y a une catastrophe naturelle, il est très probable que beaucoup plus de personnes meurent que dans d'autres circonstances. Un autre exemple, c'est le communisme forestier en Tanzanie. D'accord? C'est donc un système descendant. Et leur idée, c'est, bon, ces agriculteurs, ils ont leur petite ferme, ils cultivent leurs récoltes, mais ce n'est pas efficace. Et si on rassemblait tous les agriculteurs pour faire du café, et qui produisent tous, vous voyez, du café ou du blé ou autre, et ensuite on peut vendre ça à d'autres pays. Et bien sûr, on peut imaginer que cela va mener à la famine, parce que c'est le même principe que pour la forêt. S'il y a une crise climatique ou une maladie, alors toutes vos cultures disparaissent, et ensuite votre population meurt. Ce que ces planificateurs avaient en tête, c'était une certaine esthétique, ce qu'on pourrait appeler une codification visuelle de la production rurale moderne et de la vie communautaire. D'accord? Donc, le problème avec les bureaucrates, c'est qu'ils n'ont aucune imagination. Pour eux, tout doit être cartographié. Ils aiment les choses qui peuvent être cartographiées, qui peuvent servir de plan. Ils aiment se vanter de ces choses-là. Parce que c'est comme ça qu'ils voient le monde. Mais la nature du monde réel exige de la diversité. Elle nécessite quelque chose d'organique. Très bien. Donc, tu donnes des exemples de la façon dont l'État transforme la société. Avant, ce qui se passait, c'est que les gens se réunissaient simplement et organisaient les communautés selon leurs besoins. D'accord, c'est un processus ascendant. Mais l'État veut créer des villes permanentes où les gens restent toujours au même endroit, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y a des villes. Avant, ce qui était naturel, c'était simplement que les gens vivent dans de petites fermes et partagent des choses avec d'autres personnes, qu'ils commercent entre eux. Le problème avec ça, c'est que l'État ne peut pas vous taxer. Donc, ce que fait l'État, c'est qu'il vous amène dans les villes, vous fait travailler dans une usine pour pouvoir vous taxer. Le but de vous donner un salaire, c'est pour pouvoir vous taxer, pour vous exploiter. La propriété, avant, il était très courant que les gens partagent la propriété ensemble. Maintenant, tout appartient à l'État et est contrôlé par lui. C'est pareil pour les ressources. Avant, les gens utilisaient simplement les ressources selon leurs besoins. Mais maintenant, l'État veut centraliser ses ressources, d'accord, pour pouvoir taxer et exploiter les gens correctement. C'est donc ce que fait une bureaucratie d'État. Alors, quelles sont les conséquences de la surbureaucratisation de la société? Eh bien, ce qui se passe en Amérique, c'est que tandis que les biens de consommation, comme les voitures, les vêtements et les téléphones portables, voient leur prix baisser, ce qui augmente, ce sont les services hospitaliers, l'éducation, le logement. Pourquoi? Parce que ce sont des monopoles contrôlés par des bureaucrates. N'est-ce pas? Donc, ce qui se passe avec la surbureaucratisation de la société, c'est qu'il devient presque impossible pour les gens de la classe moyenne, les gens ordinaires, d'avoir une vie décente. Voici maintenant un autre graphique vraiment intéressant. La partie noire vous montre la croissance du marché boursier. D'accord? Et vous vous dites, waouh, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que, tout d'abord, seulement 10% des gens aux États-Unis détiennent la majorité des actions. Plus de 90% des actions. L'autre problème, c'est ceci. L'autre problème, c'est que si vous regardez les prix, oui, ils ont augmenté. Mais si vous regardez simplement, mais si vous considérez les actions comme des unités d'or, si vous utilisez de l'or pour acheter des actions, devinez quoi? Le prix des actions a baissé. C'est la courbe bleue. Si vous utilisez de l'argent pour acheter des actions, ça monte. Mais si vous utilisez de l'or pour acheter des actions, ça baisse. Ce que cela nous dit, d'accord, très simplement, c'est que nous vivons dans un mensonge. Toute cette création de richesse, c'est du pipeau. Ce n'est pas réel. On croit juste que c'est réel. On vit dans un monde imaginaire, créé par des bureaucrates pour nous faire croire que nous sommes prospères. D'accord. Est-ce que ça a du sens? La quantité d'or que vous pouvez acheter avec des actions a diminué. Donc, le bleu, c'est l'or, le noir, c'est l'argent. L'argent ne vaut plus rien. Voilà. Un autre problème créé par la bureaucratisation, c'est que les gens ne veulent plus travailler. Donc, en Amérique, on appelle ça la démission silencieuse. En Chine, on appelle ça Tengping ou Bailan. Rester allongé, laisser pourrir. Les gens ne veulent plus travailler. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de travailler dans une bureaucratie, non? Les dirigeants s'en fichent. L'organisation n'a pas besoin de vous. Vous êtes aliénés.
On vous dit quoi faire et vous ne pouvez pas négocier. Vous ne pouvez pas sortir de la bureaucratie. On vous demande de travailler beaucoup trop. Vous avez l'impression d'être juste une machine, d'accord? Et donc la façon de vous rebeller, c'est de rester allongé, d'accord? Ou de faire une démission silencieuse. Donc la surbureaucratisation de la société fait que les gens sont devenus plus paresseux, plus complaisants, plus indifférents. Et cela signifie aussi que la démocratie est en déclin, parce que la voix des gens, le pouvoir des gens diminue. Donc on peut voir que les gens ont le sentiment que la démocratie est en déclin. En fait, des experts estiment que la démocratie, la capacité des gens à participer à la politique, la capacité des gens à influencer la politique, a fortement diminué ces 10 dernières années. Donc, nous vivons dans un monde qui devient de plus en plus bureaucratique. Et cela nous tue.